Oui, allô? Oui, bonjour Fabien. Oui, bonjour, ça va? Vous m'entendez bien? Là, c'est parfait, ouais, je vous entends très bien. Bon, ok. Alors, c'était juste histoire de relancer un tout petit peu Skype. Je pense que c'est ce qui devait poser problème. Bah, bonjour à tous. Et puis, bah, merci de m'accueillir dans votre émission. Et donc, voilà. Ok, alors bah déjà, je pense que je vais te laisser vous présenter, nous dire quelles sont votre expérience sur les marchés, les services que vous proposez et le ou les sites internet sur lesquels on peut vous retrouver. Oui, absolument. Alors, juste une chose. Déjà, euh, je suis consommateur de vidéos bourse avant de présenter les produits que nous offrons. Alors, je m'appelle Morgan Tramazek, je suis président de la société Gaia Finance, qui est une société qui fait du conseil et de la formation en finance quantitative pour des investisseurs particuliers et des clients professionnels. Je suis ancien trader, on est une équipe de 6 personnes qui généralement font des diagnostics en risk management et en gestion, en particulier sur des produits dérivés. Ma spécialisation à moi, en tout cas ma spécialité, ce sont les produits dérivés et en particulier les options. Donc on a fondé la société il y a 2 ans et on a monté deux sites. Un premier site qui est typiquement à l'attention donc de clients professionnels qui s'appelle globaledge.fr et donc qui présente les différents types de conseils et de formations qu'on peut faire justement à l'attention donc de clients institutionnels ou de traders indépendants. Et puis on a voulu démocratiser un petit peu le trading des dérivés, en particulier des options, en créant un autre site qui s'appelle stratégie au pluriel-option au pluriel.com et donc qui est un site totalement gratuit et éducatif sur la gestion des options, pas forcément pour transformer les traders en traders options, mais pour qu'ils sachent qu'il y a ces instruments à leur disposition et qu'ils puissent s'en servir quand bien même ils seraient typiquement directionnels, c'est-à-dire qu'ils fassent des CFD, du Forex, du futur, savoir que ces instruments existent et qu'il y a une mine d'informations à l'intérieur de la valorisation de ces produits-là. Et donc quand on les comprend, on peut toujours continuer à trader du forex, des futurs, des actions et bénéficier, savoir décrypter l'information qui est inclue à l'intérieur des prix des options et le cas échéant avoir un diagnostic sur une situation de marché bien plus complet. Ok, vous étiez trader professionnel auparavant, vous avez toujours tradé à Absolument, votre oui. compte? J'ai fait donc une quinzaine d'années en tant que trader professionnel. J'ai commencé comme gérant de portefeuille, puis comme gérant de fonds options, typiquement directionnel. J'ai vécu donc les années, la fin des années 90 et début des années 2000 comme gérant de fonds options directionnel. Et puis au tout début des années 2000, en 2002, je suis parti faire de ce qu'on appelle de l'arbitrage de volatilité et donc me spécialiser typiquement sur les dérivés, non plus pour de la gestion directionnelle où on est acheteur ou vendeur, mais essayer de comprendre et apprendre un métier, c'est-à-dire comprendre la valorisation de ces produits, comprendre ce qui était intrinsèquement à l'intérieur des prix et puis intervenir en tant que contrepartiste. Un contrepartiste, c'est le même job qu'un market maker, mais qui n'a pas d'obligation en fait de coter, qui cote quand il veut, et donc de pouvoir offrir un prix acheteur et un prix vendeur sur une quantité de produits plus ou moins complexes, et d'intervenir et de faciliter la liquidité en fait d'un marché, que ce soit pour intervenir à l'intérieur de gros produits structurés, comme vous pouvez les trouver dans des produits, dans des réseaux bancaires, ou au contraire directement vis-à-vis de professionnels de marché. Ok. Alors, justement, comme vous devez le savoir, l'essentiel des utilisateurs de vidéobourse sont plutôt des traders particuliers.
Donc c'est vrai que les options, alors celle à qui on a le plus à faire en tant que particulier, c'était les options binaires, mais c'est assez récent et c'est plus un effet marketing. Là, ce dont on parle, c'est pas forcément les options binaires, c'est même plutôt d'autres types d'options. Donc je connais pas bien, mais c'est tout ce qui a à voir avec les options vanille. Alors après, j'ai entendu parler de One Touch, des choses comme ça. C'est ce type d'options. Absolument, c'est-à-dire que bon, les marchés d'options, je peux refaire un petit historique rapide, mais que vous retrouverez partout sur justement l'histoire des options. On retrouve ça, ça date de 600 avant Jésus-Christ. C'est Thalès de Milet, donc le fameux inventeur ou découvreur du théorème de Thalès, qui a été le premier à utiliser les options, c'est-à-dire à verser une petite prime pour pouvoir se fixer un prix d'achat et qui, le cas échéant, pouvait lui permettre de profiter d'un grand mouvement. Il l'a fait en réservant des containers pour de l'huile d'olive. Et donc ça, c'était 600 avant Jésus-Christ. Les options ont toujours fait partie de l'histoire de l'humanité depuis. Alors parfois décriées, parfois revenues. En tout cas, elles sont sur le marché et elles sont activement tradées, parfois beaucoup plus que les sous-jacents eux-mêmes. Et pourquoi? Parce qu'il y a un réel intérêt à intervenir sur ce type de marché. Le réel intérêt, il provient de l'asymétrie qu'il peut y avoir entre les pertes qu'on peut faire et les gains qu'on peut faire. Et à partir de ce moment-là, de la même manière, on pourrait faire un parallèle d'ailleurs avec une gestion de stop pour quelqu'un qui serait typiquement directionnel. Bien voilà, on va dire que plutôt que de mettre des stops, on peut se permettre de payer une petite prime en connaissant parfaitement son risque et, si on a raison, de profiter d'un mouvement haussier ou baissier à aujourd'hui sur n'importe quel type de sous-jacent. D'accord. Ok. Donc, je pense que là, le plus simple, ce serait de faire un point sur les différents types d'options qui existent, comment on peut y avoir accès, puisque c'est finalement un marché qui semble assez fermé aux particuliers, mais vous dites que de toute façon, même si on n'y a pas accès directement, c'est important de les étudier, donc on peut expliquer plus en détail pourquoi ce dont vous nous avez parlé sommairement pour le moment. Alors, vous avez en fait deux typologies de marché. Vous avez un type de marché qui est un marché réglementé que vous allez retrouver par exemple sur Euronext. Vous allez retrouver ça sur le Chicago Mercantile Exchange, le CME, par exemple. Et donc, ce sont des marchés qui sont régulés, sur lesquels se traitent énormément d'options qu'on appelle des options vanille, c'est-à-dire des options standards, celles dont je viens de vous parler. On les appelle vanille ou vanilla. Parce qu'elles sont tellement connues et utilisées avec des montants qui sont tellement colossaux qu'aujourd'hui elles sont aussi connues que le goût de la vanille. Et puis face à ça, vous avez des marchés qu'on appelle over the counter, donc OTC, et sur lesquels se traite la plus grosse partie des volumes aujourd'hui de produits dérivés. C'est très souvent des marchés qui sont interbancaires, un petit peu comme le Forex. Et ça permet entre les banques ou entre les institutions financières de pouvoir s'échanger du risque ou au contraire des perspectives et de correspondre parfaitement à ce que veulent leurs clients ou en tout cas l'exposition au risque qu'ils souhaitent avoir. Donc on peut tout faire avec les options. On peut construire des options avec d'autres options, un petit peu comme des briques ou un peu un phénomène de Lego ou de mécano. Et d'où le succès qu'elles ont pu connaître et qu'elles connaissent encore à l'heure actuelle. Donc ça pour ce qui est des produits vanille. Et puis au fur et à mesure, on s'est dit ces options vanille elles sont intéressantes, mais on peut peut-être ajouter des caractéristiques histoire de diminuer leur prix. Et on a abouti à un marché qui est le marché d'options qu'on a appelé exotiques. Et qui ont des caractéristiques particulières, c'est-à-dire que suivant toujours la même typologie, je paye une petite prime pour avoir le cas échéant ce qu'on appelle un payoff, un résultat financier qui soit important, sans avoir de contrepartie trop importante si jamais mon anticipation ne se réalisait pas. On a fixé par exemple des barrières, et donc la première génération d'options exotiques étaient des options à barrières qui ont été traitées dès les années 60-70. Tout ça se gérait
d'un point de vue interbancaire. Et puis, on a rajouté une deuxième barrière. Donc, on a appelé ça des double knockouts, etc., etc. On est allé dans de la complexité, ou en tout cas, on a essayé de rendre les choses un petit peu plus compliquées. Encore une fois, pour diminuer les montants qui pouvaient être engagés au départ, et afin d'avoir quelque chose qui corresponde exactement au résultat final escompté. Encore une fois, si notre anticipation s'avérait exacte. D'accord. Ok. Donc, ouais, la deuxième partie, c'était comment on peut y avoir accès. Donc, est-ce que c'est réservé aux professionnels ou est-ce que même des particuliers peuvent y avoir accès? Alors, tout le monde peut avoir accès, mais pas sur toutes les options. Alors, on a accès à toutes les options vanille, ou en tout cas une très très large majorité des options vanille, justement en passant par des marchés. Vous avez le REX, par exemple, sur lesquels vous êtes susceptible de traiter des contrats de futur et donc forcément des contrats d'options, puisque en raisonnant toujours avec le même schéma de prime d'assurance, quelqu'un qui achèterait un contrat de futur sur le DAX ou sur l'Eurostoxx va, le cas échéant, payer aussi une petite prime d'option qu'on appellerait un put si jamais il était acheteur pour l'exemple, et qui lui permettent de se garantir un prix de vente dans le cas où son sens de marché ne s'avérerait pas exact. Et donc, alors ça, on peut trouver ça par exemple donc sur le Rex, on peut trouver ça sur le NYSE Euronext par ailleurs, on peut trouver ça évidemment sur les marchés américains. Et donc ça pour des options qui sont vanille, donc des options standards. Le marché américain est extrêmement liquide, extrêmement vaste, avec énormément de volume. Je vais dire que le marché français est pas forcément la meilleure photographie qu'on puisse donner pour ces marchés d'options, mais en tout cas pour ce qui est de l'Eurex, donc l'ancien DTB, Deutschen Terminenbourse, c'est un marché extrêmement liquide. Pour vous donner un titre de comparaison, quand il s'échange à peu près 150 000 contrats CAC, enfin futur CAC par jour, vous avez à peu près 1 million ou 2 millions de contrats sur le REX qui sont négociés. Donc les proportions sont pas du tout les mêmes, et donc forcément la liquidité s'accroît quand on intervient sur des marchés qui sont pan-européens. On intervient beaucoup sur le S&P, sur le Dow Jones, etc. Et l'intervention sur les options, d'ailleurs, est quelque chose d'absolument démocratisé pour tout ce qui est anglo-saxon, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, en Hollande. La UX, c'est un marché qui est extrêmement liquide et extrêmement mature sur les options, parce que ça fait sens immédiatement de se dire je paye une petite prime et je sais que mon risque est parfaitement limité au montant de la prime payée, je ne peux pas avoir de surprise, et c'est pour des investisseurs qui n'ont pas forcément une, une large un large montant à investir, un moyen de pouvoir intervenir sur le marché, ou au contraire de pouvoir se protéger, se garantir un prix de vente ou un prix d'achat si jamais ils étaient soit acheteurs, soit vendeurs sur une gestion type action, obligation, etc. Donc, possibilité pour n'importe qui d'intervenir sur ces options dites vanille, des options standards. Et puis, on peut aussi montrer qu'on peut créer des options un petit peu plus, ou en tout cas répliquer des options un petit peu plus exotiques, en tout cas avec des caractéristiques particulières, en utilisant déjà des options standards, et donc faire des stratégies à partir d'options standards qui nous permettent que ça nous coûte beaucoup moins cher, et évidemment d'avoir peut-être une contrainte supplémentaire, mais en tout cas de garder l'objectif de je ne prends pas de risque supplémentaire que le montant que j'étais prêt à décaisser de manière originelle. Face à ça, vous avez, et c'est ce que vous souleviez au tout départ, toute l'émergence en fait des marchés de binaires qui sont en train de révolutionner entre guillemets les marchés de forex en particulier, puisque c'est une grande mode à l'heure actuelle. Bon, ça, c'est des options qui sont alors il y a énormément de brokers qui les proposent aujourd'hui. C'est des options qui sont traitées depuis des années, des décennies, comme pas possible, et qui peuvent s'incorporer à l'intérieur de stratégies qui permettent encore une fois d'avoir des stratégies d'options qui coûtent vraiment pas cher, avec un risque parfaitement limité. Et évidemment, entre ce qu'on met comme prime et ce qu'on est susceptible de pouvoir gagner si
l'anticipation s'avère exacte. C'est cette asymétrie-là qui est intéressante quand on intervient sur le marché. D'accord. Mais donc l'idée justement c'est toujours d'avoir une contrepartie en face. Donc si dans un sens la stratégie est très intéressante pour nous, par exemple si moi je fais une stratégie qui me semble intéressante en cumulant différentes options, différents types d'options ou différents marchés, etc. En étudiant les corrélations, des choses comme ça. Derrière, il va falloir que je trouve les contreparties et elles auraient des probabilités inférieures de gains. Donc Alors, justement, est-ce que les brokers ne proposent pas que des options qui sont finalement contre nous ou... non. Alors, je vais faire une grosse dichotomie entre les options qu'on est susceptible de traiter directement sur des marchés réglementés sur lesquels on peut se porter acheteur et vendeur, et d'un autre côté les produits dits bancaires, comme des varants, des turbos, des choses comme ça. Varant turbo, on est d'abord acheteur et on ne peut vendre que ce que l'on a acheté. Donc forcément, on est soumis un petit peu au diktat entre guillemets de l'émetteur, de la personne qui nous a vendu le produit. On ne peut pas choisir forcément son prix. Sur des marchés par contre réglementés, on peut parfaitement en fait être soit acheteur, soit vendeur. Et trouver en fait quelqu'un qui ait une opinion parfaitement inverse, c'est ce qu'on trouve de toute façon sur des marchés d'actions standards par exemple ou sur du forex. Chaque fois qu'il y a un acheteur, il y a forcément un vendeur. Et donc ça veut bien dire qu'on a deux anticipations qui peuvent être complètement à l'opposé et donc complémentaires. Et c'est ce qui fait un marché. D'accord, ok. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques brokers connus justement pour proposer des options et à partir de quel montant est-ce qu'on peut justement trader ces options? Alors, je vais dire que comme broker connu et le premier qui me vient à l'esprit, ça va être un broker qui va être américain et qui va être Interactive Broker, parce que c'est déjà une Interactive Broker. Historiquement, c'était une filiale d'une société qui s'appelle Timberhill et qui était un des plus gros market makers qu'il y avait sur le marché. Alors, on n'est pas affilié à Interactive Broker, mais il se trouve que c'est probablement le broker le plus influent sur la planète, il intervient avec des prix qui sont extrêmement faibles et sur une variété de produits comme il n'y a pas d'équivalent. Je crois, sauf erreur, on est autour de 10 000 dollars, je crois, d'ouverture de compte quand on passe par Interactive Broker. Vous avez son homologue américain TOS, Thinkorswim, qui a été aussi monté par d'anciens market makers et qui propose lui typiquement que le marché américain, alors que Interactive Broker vous pouvez traiter sur du CAC 40, sur du DAX avec sans aucun problème. Vous traitez, je crois qu'il y a tous les produits possibles et imaginables en tout cas pour des particuliers et des semi-professionnels. C'est probablement le broker le plus connu et le plus carré. Typiquement français, vous aviez fut un temps Feu Filmatex devenu par la suite Boursorama et donc filiale de la Société Générale qui les proposait aussi. Bon, aujourd'hui, il y a peut-être plus une démarche commerciale de vendre des varants plutôt que de permettre aux gens d'intervenir sur du futur CAC 40 ou sur des options sur le CAC 40. Vous avez Bink par exemple qui est un très gros broker hollandais qui le permet aussi avec des montants. Il faudrait se renseigner directement sur leur site parce que j'ai pas leur fiche commerciale en tête, mais je crois que les ouvertures de compte sont toutes petites. Alors évidemment, on permet pas de faire tout et n'importe quoi quand on intervient avec un tout petit compte. Mais en tout cas, il y a vraiment possibilité avec très très peu de fonds, de mise de fonds, de pouvoir intervenir via ces brokers-là. Vous avez un autre broker qui est intéressant, qui est italien, qui s'appelle IW Bank et qui permet lui aussi d'avoir un trading sur options et sur futures qui est extrêmement intéressant sans avoir des tarifs qui soient prohibitifs. Donc voilà, au moins en termes de panel, je dirais que ce sont les premiers brokers vers lesquels je me dirigerais si jamais je devais commencer à intervenir sur les options, si jamais j'étais intéressé. Un deuxième élément qu'il faut voir, et là je vais faire appel beaucoup plus à mon expérience, il faut faire très attention aussi aux tarifs qui peuvent être annoncés vis-à-vis de brokers. Vous savez que,
quand moi j'étais gérant, donc fin des années 90, gérant de portefeuille, vous payiez à l'époque, ou vous faisiez payer en tout cas à vos clients, on était dans le domaine de 3% l'ordre quand on intervenait sur des titres. Et avec ces 3%, vous pouviez pas, en tant que gérant de portefeuille, vous permettre de jouer des allers-retours toute la journée, puisque 3% à l'aller, 3% au retour, si jamais vous faisiez un aller-retour, quand bien même vous aviez une valeur qui avait fait une hausse de 10% sur la journée, vous aviez forcément le client qui revenait et qui vous posait la question si vous faisiez beaucoup plus tourner les compteurs justement de votre broker ou réellement de la gestion. Et finalement, les résultats étaient pas mauvais, ou en tout cas étaient bien meilleurs que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Il y a eu une baisse des tarifs due à l'avènement d'Internet, et cette baisse des tarifs a donné un petit peu une ouverture au marché et au trading, et on a beaucoup plus tendance, en voyant des frais qui sont peu élevés aujourd'hui, à jouer des allers-retours. Je vais pas faire non plus une critique trop acerbe des brokers, mais quand on vous propose en fait des frais qui sont très faibles et qu'on favorise en fait l'intervention justement par des ordres stop, quand on fait le compte à la fin de l'année sur le nombre de fois où on s'est fait stopper, et le nombre de fois où on a payé des frais, il faut mettre ça en rapport avec la performance finale qu'on a pu avoir. Je dis surtout pas qu'il faut pas mettre d'ordre stop, il faut juste se poser la question finalement à qui profite le crime. Donc quelquefois, il est intéressant aussi d'avoir des brokers qui peut-être coûtent un tout petit peu plus cher et qui vont diminuer un peu l'intervention sur le marché, ce qui nécessite d'avoir une étude en amont qui est peut-être un petit peu plus poussée, de moins réagir ou surréagir vis-à-vis du marché, mais d'abord d'avoir un plan de trading et de se poser la question, in fine, est-ce que c'est pas plus rentable de traiter moins d'ordres, d'avoir le cas échéant une performance qui soit un petit peu plus intéressante. En tout cas d'expérience, on payait très cher avant les années 2000, on payait très cher par rapport à ce qu'on paye aujourd'hui, et les performances finalement pour les clients étaient nettement bien meilleures, puisque ça évitait d'avoir l'envie de faire des allers-retours, quoi. C'est surtout ça. Ça doit surtout pas empêcher, ce que je dis là, c'est surtout pas une attaque vis-à-vis du day trading, mais juste de se poser la question finalement, est-ce qu'on laisse pas beaucoup d'argent en fait à son broker en se disant que chaque fois ce sont des toutes petites sommes, mais bon, c'est une somme de grains de sable, ça fait des grandes plages. Donc voilà, c'est un petit peu le schéma. Donc parfois c'est une bonne chose de se mettre un frein aussi avec un broker qui est peut-être un tout petit peu plus cher, et de se dire ça m'oblige à réfléchir, à avoir un plan de trade avant d'intervenir, et de ne pas surréagir au marché en me disant voilà, je passe des ordres et donc je suis forcément rentable. D'accord, ok. Ouais, donc là, c'est. Justement, vous tradez encore aujourd'hui ou vous vous occupez uniquement de la Alors, partie formation, etc. Alors, je trade la partie formation en fait qu'on fait est quelque chose qui est tout petit par rapport au temps que j'ai. Aujourd'hui, je gère mon patrimoine et donc je le fais en partant du principe que c'est un travail à temps complet. Et donc je peux pas me permettre non plus si jamais je devais faire le parallèle avec un ébéniste, c'est pas parce que c'est la Saint-Jean que je dois mettre tout mon stock de bois en feu et que ce soit la fête. Donc je fais très très attention. On attire justement pareil sur les conseils qu'on peut donner et sur les formations qu'on dispense, principalement sur le risk management, c'est-à-dire réellement, enfin, qu'est-ce que ça veut dire et avoir une vraie démarche et de le faire de manière très très méthodique, apprendre aux gens qui soient professionnels ou traders indépendants ce que c'est que le risk management, ce qu'on peut encourir comme risque, et encore une fois, un homme averti en vaut deux. Mais définir un plan de trade et savoir à partir de quel moment il est susceptible d'être invalidé et comment est-ce qu'on peut, le cas échéant, le modifier sans perdre complètement le schéma qu'on pouvait avoir de manière originelle. Ça, les options sont formidables là-dessus parce que il y a une flexibilité qui est gigantesque, et encore une fois, si jamais elle le permettait pas, aujourd'hui plus personne les traitait.
les traits, pardon, si elles sont toujours aussi présentes et avec des montants qui sont gigantesques aujourd'hui, c'est parce que justement elles permettent toute cette flexibilité-là. Et c'est ce que je fais aujourd'hui avec mes propres deniers. Et écoutez, pour l'instant, ça se passe pas mal. On reste vivant. D'où le fait que on soit plusieurs à faire et à dispenser des formations, parce que voilà, on a tous soit un job à côté, soit une activité de trading qui prend énormément de temps, énormément d'attention, parce que c'est un travail à part entière. Et on essaye de se partager, en tout cas, les cursus que l'on propose, voilà, entre les différentes personnes de nos équipes, voilà, pour que il y ait un roulement et que ça prenne pas de temps, que ça n'empiète pas, en tout cas, sur l'activité trading, qui reste, en tout cas pour moi, la grande majorité de mon temps, de mon attention et de mes revenus. Et on n'a pas l'intention que ça change. D'accord. Alors, il y a quelques questions sur le chat. Je vais vous laisser, s'il vous plaît, me remettre les adresses de vos deux sites sur Skype. Comme ça, je vais les transmettre sur le chat écrit pour ceux qui Ouais, veulent absolument. visiter. Et ensuite, je vais vous transmettre donc les questions. Alors, il y avait sur le chat, il y a BB06 qui demandait est-ce qu'il peut expliquer pourquoi on se couvre avec les options, qu'il vulgarise s'il peut. Oui, donc ouais, c'est souvent ce qu'on entend, hein, des gens qui vont prendre des positions directionnelles et ensuite se couvrir sur des options. Comme j'ai dit, il y en a beaucoup pour qui c'est pas forcément évident, et moi y compris, tout ce qui est en rapport avec les options, etc. Donc est-ce que vous pourriez vulgariser cette pratique? C'est-à-dire sur la couverture avec la couverture avec les options en utilisant des options, c'est ça? Pardon, oui, voilà, je pense que c'est ça qui est demandé ici, c'est-à-dire quelqu'un qui a une position directionnelle, à un moment donné, va pouvoir se couvrir en prenant une position sur une option. Alors de manière très simple, si jamais on imagine que voilà, le CAC 40 est à 3400 et je vais prendre un schéma dans lequel où je suis acheteur du CAC 40, je suis acheteur du contrat de futur et je ne sais pas du tout ce qui va se passer eu égard à la semaine dernière, si jamais ça va repartir à la baisse pas, ou en tout cas moi mon anticipation c'est que le CAC 40 va s'apprécier d'ici à la fin de l'année par exemple. Si jamais je dois me couvrir pour ce CAC 40, j'ai deux solutions. La première solution, c'est de mettre un ordre stop en dessous les 3400 qui serait mon prix d'achat, alors à X points qui correspondrait à mon aversion au risque, ou de payer une option de vente, c'est-à-dire un put sur le CAC 40, et qui me permettrait d'être vendeur de ce CAC 40, par exemple, à 3400. Je vais débourser une certaine somme d'argent qui correspondra à une prime, de la même manière qu'une prime d'assurance, et qui va me garantir un prix de vente du CAC 40 à 3400. Et ça, je peux choisir différentes échéances. Je vais pouvoir les choisir sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, en fonction de mon anticipation et de de ce dont j'avais besoin en termes d'exposition vis-à-vis du CAC 40. Et si jamais le CAC 40 baisse, eh bien la perte que je vais avoir d'un côté sur le CAC 40 va être compensée par le gain que j'aurai sur mon put. Et donc l'un dans l'autre, je vais avoir annulé mon risque et la seule différence qu'il risque d'y avoir, ce sera le petit montant de prime. De la même manière qu'une assurance, c'est la seule chose que je serai susceptible de perdre. On peut raisonner comme ça en fait sur un mouvement qui soit baissier, mais on pourrait voir exactement la même alternative sur un mouvement haussier. Imaginons en fait que je sois typiquement baissier sur le CAC 40. Aujourd'hui, je suis vendeur à découvert du contrat CAC et je me dis bon, je suis vendeur de ce contrat et attention, si jamais il devait y avoir un rebond jusqu'à 3600, 3700, 3800, que sais-je. Ce que je vais faire, c'est que je vais acheter une option d'achat, un call, avec un prix d'exercice qui sera de 3400, pareil. Je vais payer une prime pour avoir la détention de ce call. Et encore une fois, si jamais le CAC 40 monte alors que j'avais anticipé une baisse, eh bien la perte que je ferai sur la vente à découvert du contrat CAC sera compensée par le gain que je ferai sur mon option, sur mon call. Donc ça permet d'avoir une couverture en dehors du prix de cette prime.
Et puis on peut aller encore un tout petit peu plus loin et de se dire, c'est peut-être inutile de se protéger jusqu'à l'infini en cas de hausse. On ne pense pas que le CAC puisse terminer à 6000 ou à 4000 d'ici la fin de l'année. Peut-être qu'il y a une possibilité de diminuer encore une fois ce coût et de ne me couvrir que pour une plage particulière. Si jamais je pense que le CAC 40 ne pourrait pas de toute façon monter au-delà des 3800, eh bien je peux avoir une stratégie d'option qui s'appellerait un spread, qui est une stratégie qui va mettre deux options en confrontation. Par exemple, j'achèterai un call 3400 et je vais vendre un call 3800 et je serai totalement protégé en cas de hausse du CAC alors que mon anticipation c'était une baisse entre 3400 et 3800. D'accord. Donc ok, bah, je crois que c'est assez clair. Donc là, par rapport aux deux sites que vous nous avez fait partager, donc Global Edge et Stratégie Option, c'est quoi la différence entre les deux? Donc Stratégie Option, c'est plutôt basé sur les formations. Bah, Alors, oui. stratégie option, c'est vraiment de l'éducation pour tout le monde. C'est-à-dire que le site est parfaitement gratuit, il n'y a aucun contenu qui est fermé. Et ça, c'était de mettre à disposition de tout le monde ce qu'on peut connaître facilement sur le fonctionnement de ce type d'instrument. Et en plus, de mettre en évidence des stratégies qu'on suit, dont on fait des comptes rendus généralement hebdomadaires. Là, il y en a eu sur le CAC 40. Alors, on met en ligne des stratégies qui parfois se révèlent efficaces, parfois on se trompe aussi, mais en tout cas, alors avec plus ou moins de complexité. Donc, on reste très carré là-dessus, et en tout cas, on explique ce qui nous a fait intervenir sur telle ou telle option, quelle était réellement les contraintes de gestion qu'on avait, quel était le désir qu'on avait aussi, l'anticipation qu'on avait, et est-ce que ça s'est bien passé ou mal passé. Voilà un petit peu le schéma. Stratégie option, c'est de l'éducation. Et puis face à ça, Global Edge, qui est typiquement en fait du conseil et de la formation, sur lesquels on a on propose à des clients institutionnels, mais aussi à des traders indépendants, nos services à la fois en termes de conseils pour faire du diagnostic de portefeuille, quand il y a des situations qui se passent mal, hein, ou au contraire on a besoin, ça se passe bien et on aimerait loquer ses gains par exemple, eh bien on va faire un diagnostic et on est plusieurs généralement à réfléchir sur les données qui nous sont confiées par nos clients, et on va émettre en fait de différentes stratégies à proposer. Avec l'écoute, on essaye d'être le plus détaillé possible, c'est-à-dire du début de la stratégie pensée jusqu'à jusqu'au fait que c'est le client qui va passer ses ordres, mais on va jusqu'à la passation d'ordre, donc de lui expliquer à quel moment ce sera opportun et sur quel prix ce sera opportun en fait de les payer, et donc d'avoir une vraie démarche en fait de conseil et d'assistance. Et puis face à ça, parce qu'on veut pas devenir des gourous, il y en a suffisamment qui passent à la télévision, on veut transmettre en fait à travers des formations ce que l'on connaît de ces marchés, des marchés en général et en particulier des marchés dérivés quant à leur utilisation, et de rendre nos clients ou les stagiaires qu'on a durant nos formations le plus autonomes possible et le plus indépendant possible. Après, voilà, tout le monde est majeur et vacciné, et on veut surtout pas en fait devenir des gourous. Donc c'est vraiment de la transmission de connaissances, et c'est un petit peu ce qu'on a marqué sur le site de Global Edge. C'est vraiment apprendre à pêcher plutôt que de tendre un poisson. Et c'est vraiment en fait ce schéma-là qui nous anime. D'accord. Alors, simplement pour l'aspect formation, comment ça se passe? Est-ce que c'est en ligne? Est-ce que c'est dans des locaux? Où est-ce que c'est généralement? Alors, on a les deux. On fait aussi des webinaires qui traitent d'un point technique, qui peut être soit typiquement en fait sur des questions de personnes qui commencent les options, des personnes qui ont un niveau avancé ou au contraire un niveau de maîtrise des options. Et là, ce sont des webinaires généralement qui durent 1h30 à 2 heures. Il y en a d'enregistrés d'ailleurs et qu'on peut trouver très facilement sur Stratégie Options. Il y en a qui se font directement en live, et donc je pense qu'il y aura le calendrier va venir très très rapidement pour cette fin de 2012 et 2013 avec les différents thèmes qui seront abordés. Et puis face à ça,
d'avoir une confrontation en direct, donc avec l'équipe. Ça a lieu sur des formations qui sont généralement dispensées sur Paris, généralement à Neuilly, donc dans une salle de formation. Et on profite de jours qui sont ouverts aux cotations pour montrer exactement en direct sur les marchés ce qui se passe, montrer comment est-ce qu'on peut traiter et à quel prix on peut traiter, c'est-à-dire vraiment mettre en musique ce qu'on est susceptible de transmettre comme connaissance théorique, d'avoir un point de vue pratique vis-à-vis d'une théorie et de répondre directement, par exemple, à un choix d'investissement. Et voilà, c'est ce schéma-là. Donc deux types de formation, un qui serait typiquement online pour les personnes qui peuvent pas se déplacer ou qui ont besoin juste d'un renseignement particulier, et on va essayer d'être le plus précis pour exploiter un point technique de trading. Et puis sinon une confrontation directe sur des formations. Généralement elles se font sur 2 jours. On a des formations aussi sur une journée. Et le but du jeu, encore une fois, c'est qu'à la fin de la formation, la personne soit absolument autonome et indépendante, et qu'elle puisse utiliser dès le début de la semaine suivante l'intégralité des connaissances qui ont pu lui être dispensées. D'accord, ok. Alors simplement pour donner une idée en termes de performance, qu'est-ce qui vous semble cohérent d'aller chercher mensuellement pour un trader particulier avec un money management raisonnable et voilà. Alors, Oui. je vais dire, c'est une petite question piège là-dessus, parce que je vais dire que pareil, on n'a pas tous la même aversion au risque, et c'est pas du tout, on n'a pas du tout la même utilisation de son argent qu'on met en trading. C'est des personnes qui interviennent avec des capitaux qui sont limités, et beaucoup plus en termes de, de trading jeu, et donc qui mettent des petites mises, et qui ont plus un rapport de type jeu avec le trading. Et vous avez des personnes qui ont besoin en fait d'avoir une activité qui est une activité professionnelle. Il est évident en fait qu'on peut pas prendre les mêmes risques quand c'est une activité qui est professionnelle que quand on va jouer au loto ou à un jeu de hasard par exemple. Donc ce qu'on est susceptible de recevoir en termes de rendement dépend réellement en fait de la catégorie d'investisseur qu'on est et de ce qu'on doit attendre aussi du trading. Il faut pas se leurrer, on n'a rien sans rien. On peut pas se permettre non plus de tout mettre sur le rouge, sinon bon, il y a des casinos pour ça. Avec un capital, à partir du moment où on part du principe que ce capital va être sa principale source de revenus. Donc, par exemple, à titre personnel, mes performances sont très très loin de ce qu'on peut avoir sur des performances type trading où on part avec X et X contrats de futur, parce que je peux pas me permettre de perdre mon capital. Donc mon schéma à moi, c'est même, je reprends le côté ébéniste ou stock de bois tout à l'heure pour l'exemple, je peux pas me permettre en fait de le perdre puisque ça va être mon moyen de subsistance. Donc j'ai besoin en fait réellement de gérer mes risques et de regarder exactement quelle est la toute petite proportion de capital que je vais mettre en risque et comment je le gère. C'est pour ça aussi que ça nécessite d'être présent sur les marchés et de les suivre, même si c'est beaucoup plus souple qu'un trader directionnel qui ferait des contrats de DAX ou d'Eurostoxx ou de CAC toute la journée, parce que c'est beaucoup moins stressant, parce qu'encore une fois on a été obligé de réfléchir en amont, et qu'on réagit pas en suivant le marché, mais généralement on a fait le travail bien avant. Et mais encore une fois, je peux pas me permettre du tout moi de perdre ces montants-là, parce que c'est vraiment c'est mon capital de travail. Par contre, quelqu'un qui veut mettre une pièce, si jamais bon, j'aurais tendance à lui dire qu'il faut peut-être plus jouer sur de l'euro-million plutôt que d'intervenir sur du trading. Mais voilà le schéma. C'est pour ça que c'est plus une question piège, parce que parfois les pourcentages qu'on est susceptible de donner derrière ne revêtent pas, enfin n'expliquent pas la réalité en fait d'une situation entre quelqu'un qui a envie de vivre du trading et quelqu'un qui a juste envie de mettre une petite pièce. D'accord, ok. Ok. Donc encore quelques questions. Je sais pas si vous aviez prévu peut-être de rester 1 heure ou vous avez encore un peu de temps.
J'ai un tout petit peu de temps, mais de toute façon, je serai pas loin. Donc, si jamais il y a des questions, ce sera avec plaisir. Et puis, ça me faisait très plaisir de rencontrer les personnes de Vidéo Bourse et celles qui suivent Vidéo Bourse, puisque bah voilà, en tout cas c'est un site que je suis à titre personnel. J'y suis pas tous les jours, mais j'y vais très régulièrement. Et j'ai trouvé l'esprit qu'il y avait sur ce site très très bon. D'où cette prise de contact d'ailleurs. Ok, ok. Alors, juste, bah, je vous transmets encore quelques questions qui ont été posées sur le chat. Oui. Donc, alors ça, on avait vu. Expliquer pourquoi on se avec l'option. Ok. Donc, BE qui disait très intéressant, mais dans le cas où l'option ne serve pas, combien cela coûte? Justement, le prix de l'assurance dont vous parliez tout à l'heure. Encore une fois, alors ces options-là, et c'est l'intérêt d'un marché, c'est que on n'est pas obligé une fois qu'on a acheté une option, on n'est pas marié avec. Il y a un marché tous les jours à l'achat et à la vente de ces options pour des personnes qui ont peut-être d'autres anticipations de marché. Quelqu'un sera peut-être plus à même de vendre une option et quelqu'un d'autre voudra au contraire l'acheter. On a un marché et on peut acheter et revendre les options qu'on a déjà achetées. On n'est pas obligé d'attendre une maturité particulière pour pouvoir concrétiser des gains ou au contraire avoir changé son fusil d'épaule et se dire non, j'étais haussier et maintenant je suis baissier, ça me sert à rien d'avoir un call parce que le pouvoir bénéficier de la hausse n'est plus quelque chose qui va être bon pour moi. Eh bien, je vais revendre en fait l'option que j'ai achetée. Et là-dessus, vous avez différents intervenants qui sont susceptibles d'intervenir sur le marché, à la fois des market makers qui proposeront donc des prix à l'achat et à la vente, en particulier sur des marchés extrêmement liquides comme le DAX, l'Eurostoxx, le S&P et autres indices matures. Et puis d'autres traders indépendants qui seront peut-être eux intéressés parce qu'ils feront peut-être le pari que vous aviez fait et que vous avez abandonné, eux ça les intéresse. Et donc eux, ils seront très intéressés peut-être d'acheter cette option-là que vous seriez susceptible de leur revendre. Et puis, vous allez peut-être avoir aussi des personnes qui seront vendeurs parce que eux, au contraire, ils ont voulu obtenir la prime, quitte à prendre un risque qui soit important par ailleurs, et qui voudront se racheter. Donc tout ça, en fait, toute la confrontation de ces différents agents, parce qu'ils ont différents points de vue sur le marché, différentes anticipations, différentes contraintes, fait qu'on a un marché qui est extrêmement liquide et dont on achète une option aujourd'hui, on peut la revendre dans la journée, on peut la revendre le lendemain. Voilà, on a des marchés qui sont extrêmement liquides. D'accord, ok. D'accord, ok. Alors, par contre, j'ai eu de l'écho là. Ouais, c'est bon. Donc ça, on avait vu. Si je ne me trompe pas, c'est le seul. Pardon, c'est le seul prix de l'option. Tu ne peux pas faire plus. Investi. Fifi qui demandait si on achète une option et que ça descend, qu'est-ce qui se passe? On perd combien? Donc, Si on achète un call, par exemple, et qu'on était haussier, on a versé une prime. Si jamais le marché baisse, on sait que au pire des cas de figure, et qui se passerait en fait uniquement à l'échéance, j'aurais uniquement la prime que j'ai payée, que je serais susceptible de perdre. Mais par contre, si jamais il reste encore du temps avant l'échéance, imaginez par exemple que j'ai traité à aujourd'hui une option à 3 mois sur le CAC 40, j'ai acheté un call 3400, en plus je me suis dit tiens, je pense que le marché est pas sûr du tout, plutôt que d'intervenir directement sur des contrats de futurs et de payer le marché, je préfère mettre une prime, c'est-à-dire acheter un call. Je sais que si jamais je me suis trompé, c'est pas très grave et en tout cas je perdrai cette prime-là à l'échéance. Imaginons que demain, poum, trou d'air, le marché perd 4%. Apparemment, je me suis complètement trompé. Je suis pas du tout en fait dans le bon sens, ou en tout cas, le marché ne m'a pas donné raison. La prime, en fait, va avoir perdu un petit peu de sa valeur. Elle va avoir perdu de sa valeur parce que on sera allé en baisse au niveau du sous-jacent qui serait le CAC 40, alors que moi j'anticipais une hausse. Mais en plus, les primes réagissent à la fois à l'offre et à la demande, et aussi à la volatilité qu'il peut y avoir sur les marchés. C'est pour ça d'ailleurs que ça conduit à faire ce qu'on appelle de l'arbitrage de volatilité par ailleurs. Et donc, on peut se retrouver en fait avec des options qui n'ont quasiment pas perdu de valeur et même parfois gagné de la valeur alors que le sens n'a pas du tout été bon. Ça, uniquement avant l'échéance. Le jour de l'échéance, de toute façon, je connais déjà dès le départ quel était mon risque maximal. C'était le montant de la prime que j'avais payé.
D'accord. Ok, ok. Alors, derrière il y avait. Bah, après c'était tout au niveau des questions. Moi j'aurais simplement une dernière chose. Il y a énormément de types d'options. Donc là vous avez parlé des options vanille, mais en fait vanille c'est un groupe et derrière il y a plusieurs types d'options. Il y a les one touch, double touch, des choses comme ça. Alors Quels sont les grands? ça c'est déjà de l'option exotique en fait. L'option vanille c'est vraiment du call, du put, donc de l'option d'achat et de l'option de vente qui est négociée sur des places de marché ou en OTC pour le marché interbancaire, mais qui nous concerne peu. Face à ça, vous avez des options où on a essayé d'avoir uniquement le fait d'avoir un payoff, c'est-à-dire un résultat financier, si jamais on touchait uniquement un niveau particulier. Et par exemple, c'est le cas des One Touch. Il suffit, si jamais aujourd'hui j'achète une One Touch sur le CAC 40 avec le CAC 40, pareil, je prends un exemple, on est à 3004 à l'heure actuelle, j'achète une One Touch à 3005. Cette One Touch, en imaginant que je serais remboursé 1 euro si jamais on touche 3005, elle va me coûter aujourd'hui peut-être 0,30 cents. Alors je peux en acheter 10, 100, 1000, 10 000, etc., etc. Mais voilà, ce qu'il va y avoir, c'est que si jamais on touche une fois 3005 dans la journée, d'ici l'échéance de l'option, poum, elle est immédiatement remboursée à 1 euro par option. Donc si jamais j'en ai acheté 10 000, bah, je vais être remboursé 10 000 euros et ça ne m'aura coûté que 300 ou 400 ou 500 euros pour pouvoir profiter de ça. Et puis face à ça, et donc là on est typiquement en fait sur des niveaux barrières. J'aurais mis un niveau à 3005 et je vais immédiatement avoir la compensation tout de suite et elle se fera dans la journée. Ça c'est type One Touch. Face à ça, vous avez des options binaires. Les binaires, ça va être la même chose que les One Touch, mais on regardera uniquement à l'échéance si jamais on est au-dessus de 3005 ou en dessous de 3005. Alors elles vont coûter beaucoup moins cher que les One Touch, mais avec les aléas que d'ici l'échéance, on aura pu dépasser 3005 et puis ensuite repasser en dessous, et donc que son option termine sans valeur. Et justement, comme elle a la possibilité de le dépasser et puis ensuite de repasser en dessous, et que le scénario finalement à l'échéance ne se réalise pas, ben elle coûte beaucoup beaucoup moins cher. Donc voilà en fait par exemple ce qu'on aurait sur des options One Touch ou des options binaires. Et puis, alors on peut imaginer des double touch, c'est-à-dire pouvoir gagner à la fois à la hausse et à la baisse, c'est-à-dire avoir une barrière à 3005 et une barrière à 3003. Et donc si jamais d'ici l'échéance, par exemple 3 mois, on touche soit 3005, soit 3003, poum, je suis remboursé immédiatement en fait de 1 euro par option qui aura été achetée. Et elle aura été achetée peut-être 30 cents ou 20 cents ou voilà, il faudra voir le prix de marché et la confrontation de marché au moment où j'ai acheté mon option. Et voilà ce qu'on peut trouver. Puis face à ça, on a essayé d'ajouter en fait des One Touch avec des options standards, et c'est ce qu'a créé par exemple des turbos. Les turbos en fait s'appellent des options à barrière. Et donc turbo, c'est le caractère commercial qu'il peut y avoir par des personnes qui commercialisent des varants, mais avec la possibilité voilà de profiter d'un sens de marché. Et si jamais on va dans l'autre sens et qu'on touche une barrière, poum, l'option cesse d'exister à ce moment-là instantanément. Donc il y a X et X variations sur les options. On peut faire vraiment ce qu'on veut et avoir quelque chose qui corresponde exactement à son anticipation à partir du moment où on traite les options. Mais je veux dire, pour être parfaitement cohérent, les options standards, les options, donc ce qu'on appelle les vanilles, suffisent amplement pour couvrir mais 99% de toutes les stratégies compliquées qu'on est susceptible de pouvoir voir. Il y a des milliers de stratégies qu'on peut faire, qui plus est, elles peuvent s'ajuster au fur et à mesure. Encore une fois, on est sur des marchés qui sont liquides, sur lesquels on peut racheter, revendre des options, et on peut ajuster au fur et à mesure son risque, ou en tout cas son exposition en fonction de ses désirs. Et ça, on peut le faire très 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 facilement avec des options qui sont très connues, très très liquides, très bien cotées. Donc voilà, parfois il n'y a pas besoin d'aller chercher des produits extrêmement complexes, et il suffit d'aller voir au plus simple et d'avoir plus un schéma de bien les comprendre et de savoir les utiliser les unes avec les autres. C'est plus ces constructions-là. Les options, c'est des briques, et on peut monter les murs qu'on veut, faire les pavillons ou les châteaux qu'on veut avec les différentes briques. Ça se fait petit à petit, et
et on arrive à faire quelque chose qui corresponde exactement à ce qu'on a envie d'avoir. La preuve, c'est que par exemple, pour notre formation initiale, donc qui est une formation fondamentale sur le trading des options, on explique très simplement aux personnes qui viennent suivre cette formation et à l'issue de cette formation comment se créer un produit à capital garanti soi-même, plutôt que d'avoir besoin d'intervenir sur des réseaux bancaires et de payer des produits à capital garanti quand on en a besoin et qu'on n'a pas envie forcément de prendre des risques importants. Et bien voilà, on peut se faire un produit à capital garanti, puis alors vraiment garanti, puisque vous le garantissez vous-même et il ne peut pas y avoir de défaillance de ce côté-là, grâce aux options justement. D'accord. Alors, dernière chose, il y a des options qui sont payées plus ou moins longtemps après l'échéance. Pourquoi il y a ces délais dans les paiements en fait? Alors ça dépend en fait vraiment de la typologie de l'option. Toutes les options en fait, en tout cas vanille, elles sont payées immédiatement, c'est-à-dire que ce sera crédité immédiatement après. Et puis après, vous avez, alors ça dépend si jamais vous traitez directement par un broker type OTC, donc c'est ce que vous allez peut-être avoir sur des options type binaire comme on voit beaucoup aujourd'hui sur Internet. Mais pour tout ce qui est option vanille, option standard, le résultat, c'est le soir même sera sur votre compte ou le lendemain, ça va être payé immédiatement et pas du tout. Il n'y aura pas besoin d'attendre du tout. Je ne saurais trop en fait conseiller les débutants, même les plus avertis, à intervenir d'ailleurs sur ces produits de marché et pas sur ces produits bancaires. Les produits de marché sont extrêmement intéressants. Parfois, ils coûtent un tout petit peu plus cher parce qu'il y a des frais de transaction et effectivement. Sur d'autres produits type bancaire ou type binaire, il y en a pas, mais ça vaut le coup d'avoir une vraie confrontation et un vrai marché qui soit dirigé par l'offre et la demande, parce que tout le monde voit la même cotation de produits au même moment, plutôt que d'être soumis encore une fois au diktat d'un broker ou ce qu'on appelle un broker dealer qui fait les cotations que bon lui semble. D'accord. Ok, très bien. Pour moi, ce sera tout ce que j'avais comme question. Je pense que c'est déjà une présentation très intéressante et assez complète. Donc, ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez retrouver les formations sur les sites globaledge.fr et stratégie option. Je vous remettrai les liens sur le chat écrit. Au niveau des formations, c'est toujours la même formation ou on peut se former sur des choses spécifiques? Ah, on peut se former sur des choses spécifiques. On peut aller même sur ce qu'on appelle les one-to-one, c'est-à-dire typiquement avoir quelque chose qui corresponde exactement au type de trading que l'on a. On a des socles de formation en fait qui sont des socles standards, mais sur lesquels on est capable d'adapter en fonction des désirs qui sont émis et de correspondre exactement en plus en fonction des sous-jacents qui sont traités. Si vous traitez typiquement que des contrats de futur ou au contraire que des actions ou au contraire que du forex, on est capable d'adapter les formations pour qu'elles soient typiquement spécialisées sur les futurs, sur le forex, sur les actions ou au contraire d'un point de vue général. À noter d'ailleurs que vous avez une personne que vous connaissez bien, en tout cas qui est bien connue, qui est Philippe Lermy, qui intervient aussi au sein de Global Edge et qui est spécialisé lui sur le forex. Ça fait d'ailleurs très plaisir en fait d'avoir quelqu'un comme Philippe qui dispense des formations de qualité et encore une fois où on se retrouve nous en tant que professionnels. Ça nous fait plaisir d'avoir un professionnel qui fait ces formations-là. On a exactement la même optique de partage des connaissances et de transmission des connaissances et de comprendre parfois en fait justement que voilà, sur tel type de marché, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui soit typiquement spécialisé parce qu'il l'a fait pendant de nombreuses années ou qu'il continue à le faire d'un point de vue professionnel. C'est exactement le sens qu'on a voulu donner à Global Edge. Vraiment typiquement des professionnels qui connaissent très bien leur marché et qui dispensent des formations qui correspondent parfaitement à ce que souhaitent les personnes qui les suivent. D'accord, ok, très bien. Merci pour toutes les informations, bonne continuation, et donc si vous voulez repasser une fois pour parler plus profondément des options, n'hésitez pas à revenir, vous êtes toujours le bienvenu. Ce sera avec plaisir, Fabien. Ok, À très bien. bientôt et merci à tous. À bientôt, au revoir Morgan. Au revoir.